Alors, DM numéro 11, donc ce DM pendant les vacances, deux exercices, un exercice assez long avec un problème sur une fonction, une suite, une intégrale, donc pas mal de choses. Et puis un deuxième exercice de géométrie. Le premier exercice donc commence par l'étude d'une fonction qui est définie en deux morceaux. Évidemment, on demande de montrer que on peut raccorder entre guillemets proprement les deux morceaux, c'est-à-dire prolonger la fonction puisque on nous donne une expression sur R- étoile, une expression sur R plus étoile, on ne nous donne pas de valeur en zéro, donc la fonction est définie uniquement sur R étoile au départ. Et on nous demande de prolonger par continuité, c'est-à-dire dans un premier temps de calculer une limite. Alors j'espère que vous ne m'avez pas fait d'horreur sur les limites parce que évidemment il va y avoir des croissances comparées, mais comme je n'arrête pas de le répéter, les croissances comparées c'est pas de la magie, ça se fait pas n'importe comment. Donc j'espère que vous aurez été assez propre entre guillemets à ce niveau-là, puisque je fais la correction avant d'avoir vu vos copies, ce qui est assez rare. Donc première partie, première question, montrer que la fonction est prolongeable par continuité en 0. Et on nous demande ensuite de montrer que ce prolongement est de classe C1, mais d'abord on va montrer qu'on peut prolonger la fonction par continuité en 0. Pour ce faire, donc on a une expression sur R- étoile, une expression sur R plus étoile, on va regarder la limite lorsque x tend vers 0 de chaque côté, et on va espérer que ces deux limites soient non seulement finies, mais surtout égales. Donc la première partie, donc je me donne x, c'est la première question, oui, soit x appartenant à R plus étoile, puisque c'est, j'ai oublié le x, et donc vous avez f de x qui est égal à 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Bon. Si on regarde ça, qu'est-ce qui va se passer? On peut se dire qu'avec un petit peu de chance, on va pouvoir s'en sortir facilement. Bon, évidemment, ça ne va pas être le cas. Lorsque x va tendre vers 0, le moins 1 sur x ici va tendre vers moins l'infini, donc l'exponentielle va tendre vers 0. Et le 1 sur x, lui, il va tendre vers plus l'infini. Donc on va avoir une forme indéterminée de type infini fois 0. Et écrit comme ça, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt réécrire la fonction différemment en posant par exemple grand X égale 1 sur X. Et vous avez donc f de petit x qui va être égal à grand X exponentielle de moins grand X. Et ça, le grand X exponentielle de moins grand X va tendre vers... il faut que donc grand X tende vers... je vais tout détailler. Or, lorsque X tend vers 0 plus, vous avez grand X qui va tendre vers plus l'infini. De plus, x exponentielle de moins grand X tend vers 0 lorsque grand X tend vers plus l'infini par croissance comparée. Là, c'est des croissances comparées propres. Donc par composition, puisqu'en fait, quand on fait un changement de variable, c'est une composition. Composition, vous avez f de x qui va tendre vers 0 lorsque petit x tend vers 0 plus. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, on va faire la même chose sur R- étoile. Si je prends x dans R- étoile, vous avez f de x qui est égal à x exponentielle de 1 sur x. Bon. Lorsque x va tendre vers 0 moins, le 1 sur x va tendre vers moins l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0. Le x tend vers 0 aussi. Donc là, on a de la chance, ça se passe bien. Vous avez donc 1 sur x qui tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 moins. Et donc, par composition, alors, quand on compose, c'est vrai que c'est bien de dire que c'est par composition par une fonction qui est continue. Quand on compose par l'exponentielle, le log ou des fonctions usuelles, je pense qu'on peut se passer de cette précision. Si je compose par une fonction f quelconque ou alors qui n'est pas directement une fonction usuelle, là c'est bien de dire qu'elle est continue. Donc par composition, vous avez exponentielle de 1 sur x qui va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0 moins. Et donc par produit, vous allez avoir f de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0 moins. Et donc j'ai deux limites finies égales, donc je peux prolonger par continuité. Donc f
est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale 0. Si je pose autre chose, je fais un prolongement aussi, mais je n'obtiendrai pas une fonction continue. Ensuite, il s'agit de montrer que ce prolongement est de classe C1. On a vu un théorème dans le cours qui nous permet d'aller un petit peu plus vite que de chercher notre taux d'accroissement. Si jamais ma fonction f est de classe C1 partout, sauf en le point de... Enfin, pas, sauf... comment dire, si j'arrive à démontrer que partout, sauf au point de raccord, la fonction est de classe C1, et que la dérivée admet une limite lorsque x tend vers le point de raccord, alors j'ai une fonction qui est globalement de classe C1. Donc c'est le cas ici, bien sûr, f est de classe C1, même de classe C infini, sur R plus étoile, en tant que produit de telle fonction. Quand c'est juste un produit qui n'a pas de composé, on peut se permettre de rédiger comme ça. Il faut calculer la dérivée. Donc je me donne x dans R plus étoile. Et je vais avoir f' de x. Donc 1 sur x, dérivée moins 1 sur x carré, exponentielle de 1 sur x, plus 1 sur x, multiplié par la dérivée de 1 sur x qui vaut, la dérivée de moins 1 sur x, ici c'est moins 1 sur x, donc il va valoir donc 1 sur x carré, multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur x. C'est-à-dire que vous allez avoir du moins 1 sur x carré plus 1 sur x cube, exponentielle de moins 1 sur x. Bon. Ça, c'est notre première dérivée. Et ce que l'on a besoin, c'est de connaître la limite de cette fonction en 0. Eh bien, on va faire exactement comme on a fait ici, le même changement de variable. Alors, d'ailleurs, ici, j'ai factorisé. En réalité, il ne faut pas faire ça pour notre dérivée. Alors, ce que j'efface, non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est pas utile. Exponentielle de moins 1 sur x plus 1 sur x cube, exponentielle de moins 1 sur x. Pareil, je pose, en posant, je n'ai rien posé du tout, enfin, si, posons grand x égale 1 sur x, et donc moins 1 sur x carré, exponentielle de moins 1 sur x, est égal à moins x carré, exponentielle, moins x, qui tend vers 0 lorsque grand x tend vers 0. Vers 0 plus. C'est en plus l'infini. Donc par composition, exactement comme au-dessus, c'est pour ça que j'allège un petit peu la rédaction. Moins 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. D'autre part, vous avez le 1 sur x cube exponentielle de moins 1 sur x qui va être égal à x au cube exponentielle de moins x qui tend aussi vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, c'est par croissance comparée. Ici aussi. Et donc par composition, euh, 1 sur x cube exponentielle de moins 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. Et donc conclusion de tout ça, donc f' de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. Par ailleurs, la première question, elle est un petit peu longue. C'est des étapes qui se suivent assez logiquement, mais c'est un petit peu long à faire. F est aussi C1 sur R- étoile, pour les mêmes raisons. Si je me donne x dans R- étoile, vous avez f' de x, qui va être égal à 1 fois exponentielle de 1 sur x, plus
1 sur x carré, moins 1 sur x carré multiplié par x, donc moins 1 sur x, exponentielle de 1 sur x. Ce moins 1 sur x exponentielle de 1 sur x, c'est la même chose que f, en fait, en 0+. Donc on va avoir une limite égale à 0. Or, moins 1 sur x exponentielle de 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 moins. C'est la même chose, en fait, que f, donc c'est f première partie. Et bien sûr, exponentielle de 1 sur x, comme on l'a expliqué au départ, tend aussi vers 0. Donc, f' de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 moins. J'ai tout ce qu'il faut pour appliquer mon théorème de prolongement C1. D'après le théorème de prolongement des fonctions C1, de classe C1, la fonction f prolongée est de classe C1 sur R. Et f' de 0, c'est la limite commune qu'on a trouvée, c'est-à-dire 0. Et on a terminé enfin la première question. Deuxième question, des histoires de limites. Déterminer les limites de f en plus l'infini en moins l'infini. Bon. Qu'est-ce qui va se passer en plus l'infini? Vous avez l'exponentielle, vous avez donc f de x qui est égal à 1 sur x qui va tendre vers 0, exponentielle de moins 1 sur x. 1 sur x va tendre vers 0, donc l'exponentielle va tendre vers 1. Donc exponentielle 1 va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. En moins l'infini. On va faire une nouvelle page. En moins l'infini, là ça va se compliquer parce que vous avez le 1 sur x qui va tendre vers 0, mais vous avez le x qui va tendre vers moins l'infini lui. Là on est obligé de faire un petit peu autrement. Je vais poser grand x égale 1 sur x. Et donc j'ai x exponentielle de 1 sur x qui est égal à exponentielle de grand x sur grand x qui tend vers 0. C'est moins l'infini. Non, bah non, c'est bien ça. On s'en fiche. Hop, hop. Le spam, c'est une horreur. Le petit x tend vers l'infini, mais le grand x va tendre vers 0. Et donc là, on va avoir une limite. L'exponentielle de grand x, lorsque x tend vers 0, va tendre vers 1. Et le dénominateur va tendre vers 0 moins. Donc on va avoir moins l'infini. Lorsque grand x tend vers 0 moins, puisque en effet, lorsque petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers 0 moins. Et donc par composition, f de x va tendre vers moins l'infini lorsque petit x va tendre vers moins l'infini. Et en fait, je me rends compte que on n'a pas du tout besoin de ça. Donc on va effacer, non pas parce que c'est faux, mais parce qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple. Vous avez donc exponentielle de 1 sur x lorsque x va tendre vers moins l'infini qui va tendre vers 1 lorsque x tend vers moins l'infini, et grand x qui tend vers moins l'infini, donc f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc on a nos deux limites. Conclusion, on va faire ça proprement. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x
égale 0, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Troisième question, classique, les variations. Alors, les variations, on a déjà calculé la dérivée. F' de x, f' de x, f' de x est ici. Là, par contre, on va factoriser. Moins 1 sur x carré plus 1 sur x cube. Donc, si je prends x dans R plus étoile, vous avez f' de x qui est égal à moins 1 sur x carré plus 1 sur x cube exponentielle de moins 1 sur x. Bon, ça ne va pas changer le signe, mais autant prendre les bonnes valeurs. Et donc là, je vais mettre au même dénominateur. Donc on va avoir du 1 moins x sur x cube. Puisqu'ici, je multiplie donc par x, numérateur, dénominateur, exponentielle de moins 1 sur x, qui est donc du même signe que 1 moins x. C'est-à-dire que entre 0 et 1, ça va être positif, et au-delà de 1, ça va être négatif. Ensuite, si je me donne x dans R moins étoile, vous avez f' de x qui est égal à, on l'a calculé aussi, donc 1 moins 1 sur x exponentielle de 1 sur x, c'est-à-dire du x moins 1 sur x exponentielle de 1 sur x, donc qui est du même signe. Que x moins 1, c'est-à-dire toujours négatif sur R moins étoile. D'où le tableau de signes de la dérivée de variation de la fonction qui suit. En moins l'infini, donc on va avoir ici 0, on va avoir un changement de signe en 1, et ici on a du plus l'infini. Ici le signe de f' de x. En 0, on a vu que ça valait 0. Ici c'est du même signe que x moins 1, donc ça va toujours être négatif. Ici en 1, ben, ça vaut 0 ici, 1 moins 1 ça nous fait 0. Et donc c'est positif là et négatif ensuite. Les variations de f. Et là on a un problème, parce que si ma fonction est décroissante ici, je ne peux pas avoir moins l'infini ici. Alors d'où est-ce que je me serais trompé? Est-ce que je me serais trompé dans ma dérivée? Elle est là ma dérivée. Donc j'ai bien du 1 multiplié par exponentielle de 1 sur x, ça c'est bon. Ensuite, moins, alors normalement c'est plus, mais plus moins 1 sur x carré, qui multiplié par x va bien me donner du moins 1 sur x, exponentielle de 1 sur x, donc ça c'est bon. Donc j'ai bien du 1 moins 1 sur x, si je multiplie tout par x, ça va bien me faire du x moins 1 sur x. Quel est le souci? Ma limite en moins l'infini, ici j'ai 0, en moins l'infini, de toute façon l'exponentielle est positive, donc ça ne peut être que négatif, donc là c'est ma dérivée qui n'irait pas. Alors, où est-ce que je me serais trompé? C'est dans ces calculs là, sur R-. Non, ma dérivée est bonne, c'est mon signe qui ne l'est pas. Parce qu'ici, x est négatif, donc qui est du signe opposé, qui est du même signe que x moins 1 sur x, donc du signe opposé à celui de x moins 1. Donc positif.
Et c'est cohérent. Maintenant, l'image de 1, combien est-ce qu'elle vaut l'image de 1? L'image de 1, c'est 1 multiplié par exponentielle de moins 1. Donc ici, on a exponentielle de moins 1. Voilà. Partie B. Partie B, là, on va étudier une suite. Montrer que l'équation EN possède dans 1 plus l'infini une unique solution que l'on notera alpha n. Bon, très bien. Ici, f est continue, strictement décroissante, sur 1 plus l'infini. Elle réalise donc une bijection de l'ensemble de départ qui est 1 plus l'infini dans l'ensemble d'arrivée qui est 0 exponentielle de moins 1. Si je prends n supérieur ou égal à 3, si je prends n plus petit que 3, en fait, mon 1 sur n ne sera pas dans l'intervalle ici. Eh bien, 1 sur n est inférieur ou égal à 1 tiers, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 sur e, puisque e est plus petit que 3. Donc, 1 sur n appartient à 0 exponentielle de moins 1. Par conséquent, comme f est bijective, 1 sur n admet donc un unique antécédent alpha n dans mon intervalle de départ qui est 1 plus l'infini. Conclusion. L'équation qui s'appelle En admet une unique solution alpha n dans 1 plus l'infini. Deuxième question. Montrer que la suite alpha n est monotone. Évidemment, ici, étudier la fonction f ne va pas nous aider sur la monotonie de la fonction alpha n. La seule façon de faire, c'est d'essayer d'avoir des informations sur alpha n plus 1. Donc, on a f de alpha n qui est égal à 1 sur n et f de alpha n plus 1 qui est égal à 1 sur n plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 3. Vous avez 1 sur n plus 1 qui est plus petit que alpha n. Comme f est décroissante, vous avez 1 sur n plus 1 qui est inférieur ou égal... comme f est décroissante, on n'a même pas besoin de ça en fait. J'utilise les choses pas au bon moment. On va avoir besoin de la décroissance de f, mais juste après. 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n. Donc, f de alpha n est inférieur ou égal... oui. f de alpha n plus 1 est inférieur ou égal à f de alpha n. Comme f est décroissante, fonction décroissante, sa propriété, c'est d'échanger l'ordre des... c'est d'échanger l'ordre, en fait. Vous avez donc forcément alpha n plus 1 qui est plus grand que alpha n. Conclusion. Alors, est strictement décroissante. Enfin, est-ce qu'on a besoin de la stricte décroissance? Non. Elle fait décroissante sur l'intervalle considéré. Et les alpha n sont forcément dans 1 plus l'infini, comme elle fait décroissante sur 1 plus l'infini. Conclusion, la suite alpha n est une suite croissante. Vous voyez que même avec une fonction décroissante, on peut fabriquer une suite croissante, ça ne nous pose pas de problème. Question 3. Montrer que la suite alpha n admet une limite et la déterminer. La suite est croissante, donc elle a forcément une limite. Alpha n étant croissante,
alpha n admet une limite qui peut être soit un nombre fini ou plus l'infini. Il n'y a pas d'autres possibilités. Les suites monotones, ce sont forcément des suites qui ont des limites. Fini ou pas, ça c'est une autre question, mais il y a forcément une limite pour une suite monotone. Si elle est croissante, soit elle va converger vers un réel L, soit elle va tendre vers plus l'infini. Si elle est décroissante, soit elle converge vers un réel L, soit elle tend vers moins l'infini. Maintenant, il va falloir que l'on détermine cette limite. Est-ce que c'est un réel fini ou est-ce que c'est plus l'infini? Et là, on a... comment dire les choses, on ne va pas pouvoir utiliser des théorèmes du type point fixe parce que la suite n'est pas définie comme étant une suite récursive. Hein. C'est un autre type de suite, c'est une suite, comment dire, je cherche mes mots, c'est une suite implicite, voilà. Et donc, tous ces théorèmes ne vont pas fonctionner. On a plusieurs choses qui peuvent quand même marcher. Théorème de comparaison, théorème des gendarmes. Ça, si on arrive à encadrer alpha n, on arrivera à encadrer ou minorer ou majorer alpha n, hein, on arrivera à dire les choses. Mais on n'a pas d'autres possibilités, donc il va falloir chercher dans cette idée-là, avoir des informations sur alpha n pour dire si jamais la suite tend vers plus l'infini ou pas. Ici, en l'occurrence, ça va être le cas. Donc je pense qu'on peut procéder par, plutôt que de chercher des encadrements sur alpha n, ce qui risque d'être un peu compliqué, on peut procéder par l'absurde. Donc alors pourquoi est-ce que déjà on peut imaginer que f va tendre vers plus l'infini et non pas vers une limite L? Je reviens à mon tableau de variation. Vous voyez que ici, la fonction f, elle tend vers 0, c'est-à-dire qu'elle va toucher 0 en plus l'infini. Bon. Qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini? Le 1 sur n tend vers 0. Et on cherche donc une valeur de x qui va rendre f très proche de 0. Et la seule façon de faire, évidemment, c'est de se rapprocher de l'infini. Donc, une limite finie ne fonctionnera pas. On va quand même démontrer ça proprement. Hein. Il y a toujours, il faut bien distinguer l'idée que l'on a. Je pense que la limite va être plus l'infini, voilà, pour telle ou telle raison, et là je peux expliciter ça un petit peu avec les doigts, ça pose pas de problème. Et le deuxième temps, la justification. Il ne faut pas rester à l'idée globale, je pense que, donc ça va bien se passer. Ça, c'est important d'avoir cette idée, mais il faut aller plus loin. Donc supposons, alors j'écris surtout pas supposons par l'absurde, certes je vais faire un raisonnement par l'absurde, mais c'est à la fin que je dirai, ok j'ai supposé, j'aboutis à une contradiction, donc par l'absurde je peux en déduire que. Donc supposons que alpha n tend vers une limite L appartenant à R. Dans ce cas, comme la fonction f est continue, là on a besoin de la continuité de f, sur 1 plus l'infini, vous allez avoir f de alpha n qui va tendre vers f de L lorsque n tend vers plus l'infini. Or, f de alpha n est égal à 1 sur n, donc vous avez 1 sur n qui va tendre vers f de L lorsque n tend vers plus l'infini. Mais vous savez que 1 sur n tend vers 0. Or 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc par unicité de la limite, je ne sais toujours pas combien vaut L, mais je sais que f de L égale 0. Or d'après mon tableau de variation, 0 n'a pas d'antécédent par f. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est strictement positif. Donc c'est une absurdité. Donc on a donc une contradiction. Conclusion.
par l'absurde. Alpha n tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. J'ai bien justifié de l'existence de la limite, ce qui m'a permis de lancer ce raisonnement par l'absurde, et l'absurde me permet de conclure que des deux limites, celle qui était finie n'est pas possible. Passons à la partie C. Première question, donc, étude d'une fonction intégrale. Déterminer les variations de la fonction grand F sur R. Très bien. Il y a plusieurs façons de faire. Je peux tout à fait dériver cette fonction grand F, en fait. Mais pour dériver, il faut que j'explique pourquoi elle est dérivable. Grand F est l'unique primitive de petit f sur R qui s'annule en 0. Puisque petit f est continu. Par définition d'une primitive, grand F est donc dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à petit f de x. Maintenant, je remonte à mon tableau de variation, mais qui me sert pas mal, il est là. J'ai le signe, en fait. D'après le tableau de variation, entre moins l'infini et 0, c'est négatif. À partir de 0, c'est toujours positif. Donc, je peux faire mon tableau de variation de grand F. Le signe de petit f de x, qui est le même que celui de grand f', les variations de la fonction grand f. Donc en 0, c'est 0, on a dit moins, on a dit plus, hop, hop. Et f de 0, comme la fonction s'annule en 0, c'est 0. Voilà ce que l'on a. Et là-dedans, en fait, alors il y a quand même un petit problème qui m'est posé là-dedans. Est-ce que c'est bien négatif, 0 positif après. Et ma fonction f, ça me pose quand même problème. Ouh, je suis fatigué. Voilà. Vous voyez que parfois on écrit des bêtises, ça peut arriver à tout le monde, à moi le premier, mais il doit toujours y avoir une petite alerte dans votre cerveau qui dit c'est pas logique. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors qu'est-ce qui m'a fait dire que c'était pas logique? C'est que ma fonction f, enfin la fonction grand f avec les variations que j'avais dessinées avant, elle était toujours négative. Or ma fonction petit f, elle est positive sur 0 plus l'infini, et l'intégrale d'une fonction positive est positive. Donc on a terminé la première question. Question 2a. Prouver qu'il existe un réel c tel que pour tout x, on est grand f de x compris entre deux choses. Et là, évidemment, on ne sait pas grand-chose sur la fonction grand f. Donc la seule façon de s'en sortir, ça va être d'encadrer la fonction petit f et de transférer, d'une certaine façon, cet encadrement à l'intégrale. On ne peut pas tellement faire autrement, puisqu'on n'a pas... on ne sait pas calculer grand f directement. Donc on va être obligé de travailler sur petit f, d'encadrer petit f, et ensuite de passer à l'intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est que grand f de x? Donc déjà, on nous demande de montrer cet encadrement juste pour x plus grand que 1. Grand f de x, c'est l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Je vais utiliser la relation de Chasles, parce qu'évidemment, j'ai un problème en 0. Alors certes, ma fonction f est continue, donc l'intégrale existe, j'ai aucun problème là-dessus, mais j'ai du 1 sur x avec une intégrale qui commence en 0, c'est pas top. Et si on me demande x plus grand que 1, c'est pour découper mon intégrale. Donc j'ai f de t dt, plus l'intégrale de 1 à x de f de t dt. Pas de problème là-dessus. Je vais appeler c cette intégrale-là.
Ça sera ma constante qui est demandée. Et ensuite, je vais encadrer ma fonction f. Ensuite, je me donne x, j'ai toujours x plus grand que 1. Je vais marquer soit t appartenant à 1x. F de t, c'est, alors si je reviens, que je ne me trompe pas, c'est 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Donc 1 sur t exponentielle de moins 1 sur t. Et je vais encadrer ce machin-là. Alors ici, si t est compris entre 1 et x, qu'est-ce que je peux dire de mon exponentielle de moins 1 sur t? Donc j'ai t qui est inférieur à x, donc moins 1 sur t qui va être inférieur ou égal à... alors j'ai 1 sur t qui va être supérieur à 1 sur x, donc moins 1 sur t, ici on peut même faire, on va faire ça comme ça, et donc moins 1 sur t qui va être compris entre moins 1, moins 1 sur t, moins 1 sur x. Je suis passé à l'inverse, donc j'ai changé le sens une fois, j'ai multiplié par moins 1, j'ai changé le sens une deuxième fois, donc finalement c'est comme si je ne l'avais pas changé. Par croissance de l'exponentielle, vous allez avoir exponentielle de moins 1, inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur t, inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur x. Mais, moins 1 sur x, lui, comment dire, il est plus petit que 0. Donc plus petit que exponentielle de 0, plus petit que 1. J'aurais pu noter ça comme ça. Et donc, pour tout t appartenant à 1x, vous allez avoir 1 sur x exponentielle de moins 1, plus petit que... Alors, j'ai dit t, donc c'est t. 1 sur t exponentielle de moins 1 sur t, plus petit que 1 sur t. J'intègre dans le bon sens, entre guillemets, par croissance de l'intégrale. On a donc l'intégrale de 0 de 1 à x, de 1 sur t exponentielle de moins 1 dt, plus petite que l'intégrale de 1 à x de f de t dt, plus petite que l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Et là, on se retrouve avec deux intégrales de 1 sur t. Cette intégrale-là, bien sûr, elle vaut ln de x moins ln de 1, c'est-à-dire ln de x. Et là, je peux sortir le 1 sur e, facteur de ln de x moins ln de 1, c'est-à-dire ln de x sur e. Et j'ai presque mon... comment dire, mon encadrement complet. Pour tout x supérieur ou égal à 1, j'ajoute cette intégrale-là partout. Donc j'ai c plus ln de x sur e, plus petite que l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à x partial, ça nous fait du grand f de x, plus petit que c plus le ln de x que j'ai ici. Et voilà mon encadrement. Ensuite, question 3. En déduire la limite de f en plus l'infini. Non, pardon. J'ai un encadrement. Ici, je peux remarquer que ln de x tend vers plus l'infini lorsque petit x tend vers plus l'infini. Une constante, c'est une constante. Par comparaison, grand f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Même pas besoin de regarder l'autre partie de l'encadrement. Question 3. Montrer que pour tout u, on a exponentielle de u plus grand que 1 sur u. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une inégalité de convexité.
On peut s'en sortir de plusieurs façons, soit on utilise la convexité, alors que je ne vais pas faire parce qu'on n'en a pas parlé dans le cours, mais si vous utilisez de la convexité, c'est un argument qui me va très bien. Alors, le programme ne parle pas du tout de convexité, donc je ne vais pas utiliser cet argument, mais si vous savez le faire avec la convexité, ça marche très très bien. La fonction u est une fonction convexe, donc sa courbe va être au-dessus de toutes ses tangentes, et 1 plus u, c'est la tangente en 0. Donc, je vais appeler phi la fonction qui a u associe, exponentielle de u, moins 1 plus u. Phi est dérivable sur R, je ne rentre pas dans les détails, et pour toute u appartenant à R, je vais avoir phi' de u qui va être égal à exponentielle de u moins 1. Alors ici, je vais avoir moins 1 qui va se dériver en fonction nulle, et moins u qui va se dériver en moins 1. Et donc, j'ai mes variations qui sont là, d'où le tableau de variation qui va être ici, u moins l'infini, 0, plus l'infini, 0, signe de phi' de u, variation de phi. Bon, c'est vraiment un travail très classique. Lorsque u est plus petit que 1, eh bien l'exponentielle est plus petite que 1, donc moins 1, on va avoir quelque chose de négatif, positif après, hop, hop. On a un minimum en 0, et en 0, vous avez exponentielle de u qui vaut 1, moins 1, 0, plus 0, ça vous fait, enfin, moins 0, ce qui vous fait 0. Donc, pour tout u appartenant à R, phi de u est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que, conclusion, pour tout u appartenant à R, vous avez exponentielle de u qui va être supérieur à 1 plus u. Ça, typiquement, alors là, la question c'était de le démontrer. Démontrer que, montrer que, donc là on n'a pas le choix, il faut refaire le travail. Sinon, vous vous embêtez pas, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser directement, exponentielle de u supérieure à 1 plus u, ça ne pose pas de problème. De même, vous avez la même chose, son équivalent en logarithme, ln de 1 plus u est inférieur à u. En déduire la limite de f en moins l'infini. Bon. Alors, maintenant, la question qui se pose finalement, c'est comment est-ce que l'on va pouvoir utiliser ce machin-là en moins l'infini? Alors, vous allez me dire, on avait une inégalité ici, mais cette inégalité-là, elle ne marche que si x est plus grand que 1, et moins l'infini, évidemment, c'est pas du tout 1. Donc, il va falloir que l'on recherche à nouveau un encadrement, en fait, de f en moins l'infini. Bon. L'exponentielle de u, ici, est plus grande que 1 sur u. On a juste ça. Si je prends x dans R moins étoile, alors pourquoi je le prends dans R moins étoile, c'est pour avoir moins f de x, qui sera l'intégrale de 0 à x, de f de t dt, mais f, cette fois, n'a pas la même... c'est t exponentielle de 1 sur t dt, puisque x est négatif. Bon. Si je veux utiliser de la croissance, ça sera donc moins l'intégrale entre x et 0, parce que x cette fois est plus petit que 0, de t exponentielle de 1 sur t dt. Or, pour tout u appartenant à R, vous avez exponentielle de u qui est plus grand que 1 plus u, donc pour tout t appartenant à alors x je peux le prendre, c'est 0 que je ne dois pas prendre. Vous avez exponentielle de 1 sur t qui va être plus grand que 1 plus 1 sur t. Et donc, par croissance de l'intégrale, vous allez avoir l'intégrale de x à 0 de t exponentielle de 1 sur t dt, qui va être plus grande que l'intégrale de x à 0 de t plus 1 dt.
je multiplie tout par moins 1. Est-ce qu'on a besoin de multiplier par moins 1 à ce moment-là? Je ne sais pas. Or, l'intégrale de x à 0 de t plus 1 dt, ça sera du t carré plus t entre x et 0, c'est-à-dire en 0 ça fait 0, vous allez avoir du moins x carré moins x, comme x tend vers moins l'infini, qui va tendre vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. Il n'y a plus qu'à multiplier par moins 1. Donc f de x. Alors, oui, mais ça ne m'arrange pas en fait. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Parce que... cette intégrale-là tend vers moins l'infini. Pardon. Cette intégrale-là tend vers moins l'infini. Je sais ce qu'on va faire. Hop. Ce que j'ai écrit, c'est pas faux encore une fois, mais... hop. On va rajouter des petits morceaux. En fait, c'est une histoire de signe qui se place pas au bon endroit. Et donc ça ici, c'est donc l'intégrale de x à 0 de t facteur de moins exponentielle de 1 sur t dt. Et donc, de cette égalité-là, j'en déduis que exponentielle moins exponentielle de 1 sur t va être inférieur ou égal à moins 1 plus 1 sur t. Et donc, par croissance de l'intégrale, vous allez avoir votre grand f de x qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de x à 0 de... je vais donc avoir du moins t moins 1 dt. Et cette intégrale-là, elle va tendre vers plus l'infini. Et ça ne m'arrange pas non plus. J'ai l'inégalité, mais pas dans le bon sens. Alors pourquoi je suis allé multiplier l'exponentielle par moins 1, j'en sais rien. Si on fait ça comme ça... on va toujours utiliser la croissance de l'intégrale, par croissance de l'intégrale. Vous allez avoir f de x qui va être supérieur ou égal à l'intégrale entre x et 0 de moins t moins 1 dt. Ça marche. Oui, c'est marrant parce que tout à l'heure j'obtenais exactement l'inégalité contraire et ça c'est embêtant, c'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui est fausse. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle. Bon, bref. Or, cette intégrale de x à 0 de moins t moins 1 dt, elle va valoir moins t carré sur 2 moins t entre x et 0, c'est-à-dire t carré sur 2 plus t, non, x carré sur 2 plus x, qui tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc, conclusion, par comparaison, f de x
tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Bon, pas la peine de chercher à faire subtil, hein, il suffisait d'appliquer bêtement le truc. Question 4. 4a, prouver que f de x est compris entre 0 et exponentielle de moins 1 sur x pour x compris entre 0 et 1. Vous allez donc avoir f de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Or, sur 0,1, alors c'est ouvert. Oh. Vous avez f de t, je reviens à mon tableau de variation initiale, il est là, entre 0 et 1, vous avez f de t qui est compris entre 0 et exponentielle de moins 1. Bon. Cela étant, ça c'est un petit peu, comment dire, un petit peu gros comme encadrement. Alors le 0 il est très bien. f de t supérieur ou égal à 0, donc par positivité, vous allez avoir f de x qui va être supérieur à 0. Ça, on a la moitié de l'encadrement. Ensuite, il va falloir être un petit peu plus subtil pour l'autre partie de l'encadrement. Donc si je prends t appartenant à 0x, sachant que lui-même x est inclus donc dans 0,1, vous allez avoir f de t qui va être égal à 1 sur t exponentielle de moins 1 sur t. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors en fait, il va falloir, ça c'est évidemment inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur t, mais ça va être même inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur x. Alors, exponentielle de moins 1 sur x, pourquoi 1 sur t est inférieur ou égal à 1, et donc moins 1 sur t va être supérieur ou égal à moins 1. Non, je ne vais pas dire les choses comme ça. On va dire que x est inférieur à 1. Donc, moins 1 sur x est inférieur ou égal... Non, c'est pas comme ça qu'il faut partir. C'est t inférieur à x. Donc, moins 1 sur t va être inférieur ou égal à moins 1 sur x. Même chose que tout à l'heure. Je multiplie par moins 1, je passe à l'inverse. Donc, deux inversions de sens et j'obtiens ça. Donc, par croissance de l'exponentielle. Donc, exponentielle de moins 1 sur t inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur x. Par croissance de l'intégrale là aussi. Vous allez avoir l'intégrale donc f de x qui va être inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins 1 sur x dt. Mais le moins 1 sur x ne dépend pas. Il ne dépend pas de t. Donc ça, c'est exponentielle de moins 1 sur x, 0 à x de 1 dt. Et ça vaut x. Égale x exponentielle de moins 1 sur x, mais comme x est plus petit que 1, alors si je oublie mon énoncé, inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur x, car x est inférieur à 1. Conclusion, pour tout x dans l'intervalle 0,1, c'est même strictement plus petit que exponentielle de moins 1 sur x, vous avez bien f de x qui est compris entre 0 et exponentielle de moins 1 sur x.
montrer que pour tout x négatif, f de x est compris entre 0 et x carré exponentielle de 1 sur x. Bon, si je prends x négatif, vous avez f de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x de, sachant que x est négatif, donc c'est, si je reviens à ma fonction initiale, c'est t exponentielle de 1 sur t dt, c'est-à-dire moins l'intégrale de x à 0 de moins t exponentielle de 1 sur t dt. Bon. Et ensuite, évidemment, je vais encadrer mon machin. Or, si je prends t est négatif, si t... Alors, t va être négatif forcément, mais je prends t, x, t, 0. Donc forcément, vous allez avoir 1 sur t. Donc vous allez avoir 0, moins t et moins x. Et 1 sur x qui est plus grand que 1 sur t. Et donc, on a toujours moins t plus petit que moins x, mais surtout exponentielle de 1 sur t qui va être inférieur ou égal à exponentielle de 1 sur x. Est-ce qu'on nous demande ça avec de l'exponentielle de 1 sur x? Oui. Et donc, en multipliant mes deux choses, vous allez avoir moins t exponentielle de 1 sur t qui va être inférieur à moins x exponentielle de 1 sur x. Je n'ai plus qu'à appliquer la croissance de l'intégrale par croissance de l'intégrale. Vous allez avoir f de x qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de x à 0 de moins x exponentielle de 1 sur x dt, mais pour la même raison que tout à l'heure, ce moins x exponentielle de 1 sur x, je peux le sortir de l'intégrale. Et ça vaut moins x. Donc ce qui me fait bien du x carré exponentielle de 1 sur x. Et donc ce que l'on vient de démontrer, pour tout x négatif, vous avez f de x qui est inférieur ou égal à x carré exponentielle de 1 sur x. Mais si je reviens à ma fonction f de tout à l'heure, où est-elle? Petit f est négatif sur moins l'infini 0. De plus, vous avez f de x qui est égal à l'intégrale de x à 0 de moins f de t dt avec moins f qui est positive sur R-. Donc là aussi, par positivité, vous avez f de x qui est positif sur R-. Et donc je n'ai plus qu'à conclure. Pour tout x négatif, vous avez f de x qui est compris entre 0 et x carré exponentielle de 1 sur x. Hop. Et voilà pour cette question. Passons à la suivante. En déduire que la limite c'est 0, la limite de f de x sur x est égale à 0. Lorsque x tend vers 0. Bon. On a donc, pour tout x appartenant à 0,1, 0, f de x sur x plus petit que x, plus petit que 1 sur x, exponentielle de moins 1 sur x. Et ça, c'est égal à f de x.
Or, f de x, je vais le laisser comme ça. D'autre part, pour tout x négatif, vous avez 0, f de x sur x. Alors, attention. Attention, attention, je divise par x négatif. Et f de x sur x, qui est compris entre... oui, bon, on va séparer les deux. On fera celui-là après. J'avais espoir qu'on obtienne un seul et qui permette d'appliquer direct le théorème des gendarmes, il faut le faire deux fois. Or, la limite lorsque x tend vers 0 de 0, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x qui vaut 0. Et donc par le théorème des gendarmes, f de x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. Par ailleurs, on n'a pas besoin du point ici. Pour tout x négatif, attention, on divise par x qui est négatif, donc vous allez avoir 0 plus grand que f de x sur x, plus grand que x carré exponentielle de 1 sur x, c'est-à-dire x exponentielle de 1 sur x, c'est-à-dire f de x. Même chose, or la limite lorsque x tend vers 0 de 0, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins 2 petit f de x, c'est-à-dire 0. Donc là aussi, par le théorème des gendarmes, f de x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 moins. J'ai les deux limites à gauche, à droite qui sont égales. Et donc, conclusion. La limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x est égale à 0. Ce qui conclut ma partie C. Dernière partie. Résoudre sur 0 plus l'infini l'équation différentielle x carré y' plus y égale x. On pourra exprimer les solutions à l'aide de la fonction grand F vue dans la partie C. Bon. Donc on a x carré y' plus y égale x avec x strictement positif. Donc je peux diviser par x, ça ne me pose pas de problème. Donc cette équation différentielle, elle est équivalente à y' plus 1 sur x carré y égale 1 sur x. Bon. L'équation homogène associée et elle est laquelle? Eh bien, y' plus 1 sur x carré y égale 0. Il nous faut une primitive de 1 sur x carré. Or, la fonction qui a x associe moins 1 sur x est une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur x carré sur r plus étoile. Donc, l'ensemble E0 des solutions de mon équation homogène, c'est les fonctions qui à x associent lambda exponentielle de moins 1 sur x, donc de 1 sur x, avec lambda, une constante quelconque. Ensuite, il nous faut une solution particulière de cette équation. On nous dit d'exprimer avec la fonction grand F. Très bien. On va utiliser la variation de la constante, parce que sinon je ne vois pas comment on peut utiliser ma fonction grand F. Donc cherchons une solution
sous la forme f qui à x associe lambda de x exponentielle de 1 sur x. Évidemment, avec lambda dérivable. On a donc f' de x qui est égal à lambda prime de x exponentielle de 1 sur x plus lambda sur alors plus non moins sur x carré exponentielle de 1 sur x, c'est-à-dire lambda prime de x moins lambda de x sur x carré, le tout facteur de exponentielle de 1 sur x. Et donc, x carré f' de x plus f de x va être égal à x carré lambda prime de x moins lambda de x, c'est ça, plus f, donc plus lambda de x, exponentielle de 1 sur x, c'est-à-dire x carré lambda prime de x, exponentielle de 1 sur x, et ça on veut que ce soit égal à 1 sur x. D'où lambda prime de x qui va être égal à 1 sur x cube exponentielle de 1 sur x. Et ça m'embête un petit peu. Non, on voulait que ce soit égal à x. On voulait pas que ce soit égal à 1 sur x. Ici j'ai mis ici c'est bien 1 sur x, mais oui, j'ai mélangé deux trucs. Donc x carré sur x, ça nous fait du 1 sur x exponentielle de 1 sur x. Et pour que ça marche... Non, ici ça me fait exponentielle de moins 1 sur x, puisque j'ai divisé par exponentielle de 1 sur x. Et donc, je connais une fonction qui vérifie ça. Donc, lambda prime est une primitive. Le lambda est une primitive de petit f sur R plus étoile. On peut choisir grand F. Finalement, les solutions sont les fonctions qui à x associent ma solution particulière, donc j'ai f de x multiplié par exponentielle de 1 sur x, plus lambda exponentielle de 1 sur x avec lambda appartenant à R. Et voilà pour cet exercice.